Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Voici quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec la série La famille tout écran. On regarde ensemble un épisode juste après ça. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Aujourd'hui, on part pour la Californie et ça fait rêver avec vous puisque vous allez nous parler d'Adobe et de ses récentes avancées en matière de création d'images assistées par des intelligences artificielles. Absolument. 2023, c'était une année absolument essentielle pour la société californienne, puisqu'en effet, elle a intégré l'IA à ses logiciels tels que Photoshop ou Illustrator. On découvre ça tout à l'heure. Et on a hâte. Et puis juste avant, garantir l'égalité des chances, faire en sorte aussi que chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société. Voilà quelques-unes des missions de l'école, mais chaque année, environ 140 000 jeunes décrochent du système scolaire. Notre invité du jour souhaite justement redonner aux enseignants les moyens pour les aider à catalyser la curiosité des élèves. Anthony Troublé, notre invité du jour. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le fondateur d'Aliad Éducation, une toute jeune entreprise que vous allez nous présenter dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans dans les foyers avec la série La famille tout écran, initiée par notre partenaire le Clémy. On découvre ensemble un épisode. Papa, maman. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, alors je t'en. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, il a disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. La sortie précoce de l'école, plus connue sous le nom de décrochage scolaire, est devenue un enjeu majeur en France parce que trop de jeunes, encore aujourd'hui, se retrouvent en situation d'échec durant leur cursus scolaire. Notre invité s'est posé une question: comment redonner aux enfants le goût d'apprendre? Justement, on va lui poser la question dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, notre invité est donc Anthony Troublé, fondateur d'Aliad Éducation. Anthony, vous avez passé 15 ans dans l'innovation et la tech. Vous avez 4 enfants à la maison, vous êtes passionné par les enjeux de l'éducation et vous êtes aussi à l'origine du concept des expériences immersives dans les écoles. D'où vous vient cette idée ? L'idée, elle remonte assez loin dans le temps, puisqu'en fait, j'avais commencé à faire beaucoup de bibliographie sur le sujet de la motivation scolaire, notamment pendant la période Covid, et j'ai eu l'opportunité de suivre le DU de neuroéducation du LabCID, donc à l'Université de Paris, ce qui a permis vraiment de faire un état de l'art clair. C'est des recherches qui sont finalement assez récentes. En tout cas, le déploiement dans l'éducation est assez récent. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que mobiliser des émotions, favoriser l'engagement sensorimoteur, donc physique et psychologique des enfants, favorise tout un tas de belles choses et, in fine, plutôt l'accrochage scolaire. Et donc l'apprentissage, effectivement. Alors vous concevez et animez des classes immersives interactives, c'est comme ça qu'on peut les appeler ? Tout à fait. Elles sont immersives parce qu'on vient installer un système 360. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à l'atelier des Lumières ou à la Géode. La différence, c'est qu'on vient dans les écoles ou les communes
en installant ce type de dispositif à la journée. Ce qui permet en fait de faire profiter à tous les élèves qui sont à l'école de ce type de dispositif sur des contenus qui sont développés pour les programmes scolaires et pour moins cher qu'une sortie scolaire habituelle. Effectivement, et on voit comment ça se passe à l'écran. Donc concrètement, vous vous adressez aux enfants dès le primaire. L'objectif, c'est de développer la curiosité et la motivation de ces élèves. Vous avez différentes phases, je crois, qui sont en collaboration avec les enseignants et les élèves. D'abord, une phase narrative collective, je crois, c'est ça ? Exactement, ouais. Donc effectivement, on a architecturé ces expériences avec des enseignants et des experts en neuroéducation pour vraiment tirer le profit de ce dispositif. On commence par une phase narrative qui va durer une vingtaine de minutes, qui est un prétexte pour exposer tous les contenus pédagogiques et qui va aussi permettre de développer un vrai engagement émotionnel. On a des personnages qui ont leur personnalité et qui vont embarquer les élèves dans une quête. Et à l'issue de cette quête, on va mettre les élèves dans une situation un peu de démarche scientifique en leur suggérant d'exposer des hypothèses sur une problématique. En l'occurrence, là, on voyait le système solaire. On va leur demander pourquoi vous pensez qu'on a des jours et des nuits, pourquoi vous pensez qu'on a des saisons. D'accord. Ils vont exposer des hypothèses que l'enseignant va pouvoir recueillir. Et ensuite, on va leur mettre à disposition des maquettes interactives en temps réel. Donc, ils sont réunis à 4 par grand élément qu'on voyait. 4 élèves qui vont collaborer sur ces maquettes. Donc, typiquement, pendant qu'un élève va manipuler la Terre autour de son axe, on verra un autre élève qui va pouvoir déplacer un observateur. Et de cette manière, en fait, ils vont avoir une appropriation qui va être plus viscérale de ces sujets-là. Bien sûr. Et puis, il y a aussi des feedbacks instantanés. C'est-à-dire que quand on fait une erreur ou quand on ne sait pas, automatiquement, on est aidé par votre... j'allais dire plateforme, mais ce n'est même pas une plateforme. C'est cette... Oui. Comment vous appelez ça ? On appelle ça un dispositif. C'est pas très glamour pour l'instant, mais effectivement, en fait, on a donc cette deuxième phase d'interaction, vraiment pour expérimenter sur des maquettes un peu physiques. Et puis une dernière phase de quiz individuel, où en fait les élèves vont avoir chacun leur petit espace. On va leur proposer une liste de questions qui va s'adapter à leur progression. Ça, c'est un sujet qu'on connaît bien en psychologie de l'éducation, la zone proximale de développement. L'objectif étant à chaque fois de se positionner là où l'élève est un petit peu challengé, mais se sent capable. L'enseignant, dans son rôle, dans tout ça, il peut suivre à distance les progrès de l'élève ? Alors, à distance, même pas tellement. Finalement, l'enseignant reste central dans le dispositif. Une de nos priorités, c'était de ne pas rajouter un truc en plus pour les enseignants qui ont déjà 1000 missions et ça vient en plus s'empirer chaque jour. Donc on voulait que ce soit vraiment clé en main. Ils viennent, ils suivent le dispositif, donc la phase narrative. Ils ont une tablette qui permet de mettre pause, lecture, de revenir en arrière pour étayer un apprentissage comme ils le feraient avec une vidéo de C'est pas sorcier ou de Il était une fois la vie. D'accord. Et ensuite, dans les phases collaboratives, cette même tablette va permettre d'avoir un feedback sur la progression de chaque groupe et de venir en support des groupes qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Et de la même manière, on a ce type de feedback et de possibilité d'apporter du soutien dans la phase individuelle. Effectivement. Quels sont les sujets ? On a vu effectivement le système solaire à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous proposez aux écoles ? Alors, on a démarré avec le système solaire. Donc, nous, on est une toute jeune entreprise. L'offre sera disponible à partir de fin janvier. Avec cette première expérience, on commence à développer la seconde expérience qui sera pour un programme d'histoire en cycle 2. En fait, aujourd'hui, on a des dizaines d'idées. On s'appuie aussi sur une communauté d'enseignants qui nous accompagnent et pour obtenir une remontée, parce qu'en fait, notre vrai enjeu, c'est de les aider sur des points du programme qui sont parfois un peu plus difficiles. L'exemple du système solaire est assez bon de ce point de vue-là, parce que quand on l'enseigne à plat dans un bouquin, c'est assez difficile l'appropriation. Et quand on essaie de faire une maquette avec un ballon de basket, une lampe de poche, c'est parfois un peu délicat. Bien sûr. Voilà, donc on veut servir les enseignants et s'il y en a qui regardent l'émission et qui ont des brillantes idées de contenu qu'ils voudraient absolument voir arriver dans les classes, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et voilà, ça s'appelle Alia d'éducation. Quelle est la durée d'installation d'une classe interactive dans une salle de classe ? Alors, on installe ça en moins d'1 heure le matin, avant l'arrivée des premières classes, bien sûr. On peut l'installer... Alors, il nous faut un petit peu de place, bien entendu. Donc, ça va être potentiellement dans une ville de la municipalité ou une salle de la municipalité ou une salle de l'école en fonction des besoins de chacun.
Et la même chose, le soir, on est capable de retirer le matériel en 1 heure pour partir vers de nouvelles aventures dans une autre ville. Mais effectivement. Désolée, mais ce sont des écrans tactiles ou c'est composé de quoi? C'est des vidéoprojecteurs, un peu comme un tableau numérique interactif qui est disponible dès aujourd'hui en classe, mais on en a pris plus, de meilleure qualité, plus grand. Et effectivement, on les rend tactiles grâce à des caméras 3D qu'on a ajoutées qui permettent de suivre en fait le pointage des élèves. Donc voilà, on a 7 grands écrans tactiles tout autour des élèves. Bourré de technologie alors? Oui, alors bourré de technologie, même si la technologie, on n'a jamais considéré que c'était une fin en soi. En fait, on a plutôt pris l'exercice à partir du besoin. Moi, j'avais eu l'occasion dans une vie passée de travailler sur la réalité virtuelle notamment. D'accord. Identifier qu'il y avait beaucoup de potentiel. Dans la bibliographie justement qu'on a faite, on a vu que les technos immersifs de réalité virtuelle offrent des potentiels incroyables pour l'éducation, mais qu'il y avait beaucoup de freins qui restaient dans la disponibilité des contenus et dans le support lui-même, le casque. En France, typiquement, le casque est... on recommande de ne pas l'utiliser sur les moins de 13 ans. Il y a encore des petits problèmes à la marge de nausées, potentiellement. C'est ce que j'allais vous dire. Et en mise en œuvre pour les enseignants, c'est un peu lourd. Donc on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour avoir le même effet sans avoir les inconvénients? En parallèle, on a vu dans le milieu de la culture et du divertissement ce type de techno, de salle immersive qui se développait, notamment, voilà, je parlais de l'atelier des Lumières, ça a été une forte inspiration. Il y a beaucoup de dispositifs comme ça qui sont créés. Et on s'est retroussé les manches en se disant, il faut que ça aille dans les écoles absolument. Ce que vous faites, c'est donc effectivement de révolutionner quelque part la manière dont les élèves apprennent. Vous le savez, le phénomène est massif. Chaque année, environ 100 000 jeunes quittent le système scolaire à l'issue d'un processus bien souvent lent qui les conduit à sortir du système de formation. D'où vient le problème, selon vous? Est-ce que c'est justement la faute à la manière dont les enfants apprennent aujourd'hui? Alors, on n'a pas aujourd'hui une cause unique au décrochage scolaire. On sait que c'est multifactoriel et je ne suis pas le meilleur expert du sujet pour en parler. Par contre, ce qu'on a pu identifier dans ces différentes causes, en tout cas dans les phénomènes corrélés, c'est une reproduction des inégalités, notamment du milieu socio-culturel. On le voit à chaque étude Teams ou PISA, on a une forte reproduction. Malheureusement en France encore plus forte qu'ailleurs. Et donc nous on a déroulé cette pelote en se disant ok, quels sont les facteurs sous-jacents à cette reproduction des inégalités, et on a vu deux éléments principaux. Le premier, c'est l'exposition à des contenus qui engagent les émotions, c'est-à-dire que dans certaines familles, on n'a pas les mêmes possibilités, ressources pour emmener les enfants vivre des expériences un peu singulières, que ce soit dans des musées, dans des voyages ou même dans des échanges qu'on peut avoir dans des repas de famille. Et le deuxième point, c'est, alors j'allais appeler ça une théorie, mais aujourd'hui c'est plus une théorie, c'est le principe de l'état d'esprit dynamique, en français c'est le growth mindset en anglais, donc qui a été mis en lumière par une chercheuse américaine à Stanford, Carol Dweck. Et donc en fait on sait aujourd'hui qu'un enfant qui croit en ses capacités, indépendamment de son niveau réel, c'est-à-dire 2 enfants qui ont le même niveau, l'enfant qui croit en ses capacités va avoir une trajectoire beaucoup plus favorable en termes de performance et de satisfaction scolaire. Et donc notre objectif, c'est qu'à la sortie des expériences Aliade, l'enfant se dise 2 choses, se dise ok, ce sujet que je pensais vraiment pas être fait pour moi, ou je me sentais pas capable, en fait il me fait ressentir des émotions qui sont agréables, et en plus je suis tout à fait capable de comprendre. Et j'apprends plein de choses. Exactement. Effectivement. Bon, on va continuer à parler de ce sujet ensemble, si vous voulez bien, Anthony. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète Tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gone and let me blue. I say blue moon. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Anthony Troublé, fondateur d'Alia d'éducation. Anthony, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Et on part, mesdames et messieurs, en Californie avec Jeanne, du côté de la société Adobe, connue pour ses logiciels de création numérique, qui, alors qu'elle va bientôt souffler ses 41 bougies, a vécu une année particulièrement importante de son histoire. Absolument. Il est loin le temps où le jeune entrepreneur américain, alors employé de Xerox, John Warnock, s'apprêtait à créer un jour froid de décembre 1982 la société Adobe, en lui donnant le nom du petit ruisseau, l'Adobe Creek, qui coulait derrière sa maison proche de Palo Alto. Aujourd'hui, 41 ans après, la société de création de logiciels qu'on ne présente plus, mère de Photoshop, PDF Creator ou de Adobe Premiere, vit une année historique, marquée par ces deux grands événements, l'Adobe Summit en mars 2023, suivi en octobre par l'Adobe Max, deux grands messes du marketing basés sur le contenu digital qui avaient réuni à Las Vegas puis à LA plus de 20 000 spectateurs. Alors pourquoi historique, vous l'aurez sans doute deviné, eh bien parce que Adobe célébrait cette année l'intégration de l'IA à ses solutions. Alors Jeanne, quelles sont les innovations qui présentaient Adobe ? Alors une première innovation rendue publique concernait le travail des graphistes avec la solution nommée Firefly, libellule en anglais, qui entendait rendre à partir du logiciel Illustrator leur phrase slogan « La créativité pour tous » réalité. Il n'y a qu'à voir les démonstrations qu'ils ont faites avec donc, ce logiciel d'Illustrator où l'on pouvait voir l'IA détecter et vectoriser à elle seule chaque parcelle colorée constituant une image, changer la colorimétrie en tapant simplement hiver, traduire les croquis papier en lettres vectorisées, les modifier et les remplir avec les fonds les plus zazous créés à partir d'un mood board quelconque, une planche d'inspi, donc d'un créa, n'importe quel flyer correspondant en une fraction de seconde. Adobe entend bien donc résolument faire la révolution de cette création de contenu qui est une industrie abordable, qu'elle entend faire abordable pour tous et dont Adobe prévoit que l'envergure de cette industrie sera amplifiée au quintuple d'ici 2026. Ça veut dire que tout le monde peut devenir à la fois son propre graphiste et son propre publicitaire ? Absolument. Adobe, il entend avoir la main sur tous les maillons de la chaîne de la com digitale, depuis la création de contenu jusqu'à l'engagement des utilisateurs, et notamment grâce à des outils d'analyse qu'il fournit, dont celui appelé Sensei, qui va analyser les données utilisateurs afin de garder ce qui marche, afin de changer ce qui ne marche pas. Ça, c'est en bout de chaîne. Et en début de chaîne, eh bien, le vendeur, il va pouvoir, à partir, disons, d'une simple photographie d'un objet sur fond neutre qu'il souhaite vendre, eh bien, imaginons des écouteurs, il va pouvoir, à partir de cette simple photo, les faire figurer sur un fond de studio de musique ou encore sur un sac à dos en rando. Ou sinon, imaginons pour une montre, il va pouvoir, grâce à l'IA, changer les textures, changer les couleurs, changer les matériaux en une fraction de seconde encore. Et ça, ce sont des simples photos de produits. L'IA va aussi pouvoir changer un vêtement, par exemple, remplacer une chemise par une veste rouge. Chacun ses goûts. Mais en fait, il va aussi pouvoir, vous le voyez là, changer avec un simple curseur
curseur, le sourire, l'amplitude d'un sourire ou le plissement des yeux. Alors j'imagine, Jeanne, qu'une grande partie de la communauté créative voit dans ces avancées une source infinie de possibilités aussi. Absolument. Et il y a en fait un enthousiasme que l'actuel PDG d'Adobe, Shantanu Narayan, eh bien, il comparait pendant l'Adobe Max d'octobre à la création de Photoshop en 1998. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que à cette occasion de l'Adobe Max, Narayan, il avait montré une photographie justement de cette époque, de la fin des années 80, qui montrait le créateur de Photoshop qu'on voit ici assis, Russell Brown, à côté, entouré de plusieurs artistes. Et on voit celui qui est debout à droite de la photo, c'est le peintre David Hockney. Et justement, afin de véhiculer à cette occasion le message qu'Adobe entend bien placer les créateurs au cœur même de leur solution. Alors, n'oublions pas qu'ils ont évidemment, les exécutifs d'Adobe, en tête la grève des scénaristes de LA et les procès en cours pour non-respect du droit d'auteur dans l'entraînement des IA. Mais ce n'est pas la seule chose qui est notable ici. En fait, si vous voulez, David Hockney, il est célèbre pour l'œuvre très célèbre intitulée The Bigger Splash, mais on le connaît moins pour sa série de photomontages et dont on voit ici un photomontage parisien de 1985, soit 3 ans avant la création de Photoshop. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est bien le retour qu'Hockney pressentait déjà qui va s'opérer de la photographie vers la peinture. Pourquoi ? Et notamment avec Photoshop. Pourquoi ? Eh bien parce que, notamment dans le travail de recomposition qui est permis par le logiciel, c'est plus un travail de peintre et une temporalité de peintre qu'un travail de photographe qui est limité par l'immédiateté du cliché pris. Et ce qui va se passer en fait avec l'IA, avec Firefly, avec Sensei, c'est un pas de plus dans ce glissement, mais à la différence qu'il est désormais possible de peindre, de composer, donc de peindre immédiatement toute image avec un photoréalisme absolu et un trompe-l'œil total, ce qui fait qu'il s'agit plus que jamais de rester vigilant à l'égard de toutes les images qui nous sont données de voir. Évidemment. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Il transforme les salles de classe en monde d'exploration et de découverte. On continue de voir ça avec son fondateur, Anthony Troublé, fondateur d'Aliade Éducation. On parlait du décrochage scolaire juste avant la chronique absolument passionnante de Jeanne. Parmi le processus du décrochage scolaire, on peut aussi compter les copies blanches, les mots dans le carnet, les bulletins alarmants, les absences ou encore les problèmes de comportement. Comment expliquez-vous qu'avec toutes ces alertes, le système scolaire ne parvient pas encore aujourd'hui à aider les jeunes avant qu'il ne soit trop tard? Je pense que c'est un sujet qui est sociétal, qui est plus large que le sujet de l'école elle-même. On a politiquement un sujet lié à l'intégration et globalement, les enseignants, ce qu'on peut en tout cas attester, c'est que les enseignants ont une volonté forte et un vrai talent pour remédier à ça. Ils ont par contre toujours trop peu de moyens, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de dispositifs. En fait, quand on regarde froidement, les enfants qui sont chez eux ont accès à des contenus et des supports qui sont très luxuriants. On a les géants du web, les GAFAM qui se battent pour prendre l'attention des enfants. C'est devenu un vrai sujet de compétition commerciale. Et quand ils sont à l'école, au final, ils sont dans un environnement alors qui a beaucoup changé en termes de pédagogie, mais en termes de solutions et d'outils qui est finalement resté assez proche de ce qui était avant l'émergence de ces géants du web. Est-ce que justement, pour répondre à cette question, vous diriez qu'intégrer la technologie dans l'enseignement est une clé quelque part pour lutter à la fois contre le décrochage scolaire, mais aussi pour stimuler l'intérêt des élèves pour ce qu'ils doivent apprendre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça présente des opportunités. On n'est pas, chez Aliade Éducation, on n'est pas techno-BA, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture de penser que la technologie intrinsèquement va résoudre tous les problèmes. On a la volonté de faire évaluer aussi ce qu'on met sur le marché. Donc on est accompagné par un comité scientifique avec des chercheurs d'horizons un petit peu variés, mais tous qui gravitent autour de l'éducation et de la psychologie de l'enfant. L'intention, c'est de se dire, OK, la technologie, on a une intuition, un peu dans un processus qui ressemble à celui de la recherche. On a une intuition, on développe cette solution, on expérimente et on mesure.
on a hâte de pouvoir fournir une publication qui montre l'impact des expériences Aliade en termes de motivation intrinsèque et d'accrochage scolaire. Est-ce que vous diriez par conséquent que redonner confiance et envie aux élèves d'apprendre, c'est quelque part votre cœur de métier ? En tout cas, très clairement, c'est notre génétique, on a un peu une mantra qui n'est pas de nous, mais qui est que éduquer, ce n'est pas remplir un vase, mais attiser un feu. Et on s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Vous êtes un nouvel arrivant dans le marché de la EdTech, l'éducation et la technologie. Quel point de vue portez-vous sur ce secteur, vous qui découvrez ce marché ? C'est un secteur qui est passionnant déjà, parce qu'il est très multiculturel et il s'appuie sur beaucoup de compétences variées. D'ailleurs, on est hébergé chez un incubateur qui s'appelle Matrice, qui est pleinement dans ce mode de pensée, qui est de dire que l'innovation va émerger de la mise en commun de compétences très variées. Et donc, on pense à la technologie, à la sociologie, à la psychologie, à l'art. Et on se dit que quand on mélange tout ça avec une bonne intention, ça peut permettre de créer des solutions pertinentes. Vous nous disiez effectivement tout à l'heure aussi que vous venez de vous lancer dans le secteur de l'enseignement. Vous êtes aussi et surtout accompagné par différents acteurs, parmi eux la FINEF, EdTech France ou encore le réseau Canopé. Pourquoi c'était important pour vous cet accompagnement de ces entités et qu'est-ce qu'elles vous apportent ? On en parlait un petit peu à l'instant, le secteur de l'EdTech, donc c'est passionnant, mais c'est aussi assez... ça peut être difficile et décourageant par certains aspects. C'est pas en termes d'entrepreneuriat, c'est pas le secteur qui attire le plus d'investisseurs. Le marché est compliqué, il y a beaucoup de parties prenantes à aligner. Et donc, il est important qu'entre entrepreneurs de l'EdTech, on se fédère, qu'on développe une masse critique, un collectif, pour passer aussi des messages vers les institutions. Parce que, voilà, on est fournisseur de solutions, mais ces solutions n'auront de valeur que si elles sont appliquées. Donc, parmi les messages que vous souhaitez faire passer, c'est quoi ? C'est un besoin de financement, c'est de la facilité d'accès aux écoles notamment ? Oui, il y a un peu tout ça et notamment ce qu'on voit à travers du Fonds d'innovation pédagogique, ce type de dispositif qui donne la main aux établissements, voire aux collectivités pour expérimenter des dispositifs, ça on pense que c'est très pertinent. De la même manière que dans une grande entreprise, il y a beaucoup d'innovation qui provient des équipes, des opérationnels. Dans une grande entreprise comme l'Éducation nationale, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux enseignants. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous étiez il y a quelques jours au Salon des maires, notamment, c'est ça qui vous intéressait, c'était d'aller à la rencontre des collectivités, de ces acteurs de l'éducation que vous rencontrez quelque part tous les jours avec Aliade Éducation ? Exactement. En fait, nous, on avait déjà le support de la communauté enseignante qui nous suit. Le marché qu'on vise, c'est celui des collectivités locales. En fait, on propose, comme une sortie scolaire, d'emmener 150 enfants visiter virtuellement le système solaire ou le corps humain ou une époque de l'histoire. Et donc, nos clients vont être les collectivités locales, en tout cas, a priori, de manière générale. Et donc, c'était important d'aller à leur rencontre, de recueillir aussi les contraintes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le financement des collectivités est un challenge aussi. Et en fait, l'excellente surprise, alors c'est pas tout à fait une surprise, mais en tout cas, ce qu'on a pu confirmer, c'est que cette offre Aliade, elle s'inscrit aussi dans leur feuille de route, finalement, parce que les sorties scolaires sont devenues très compliquées à organiser pour des raisons de sécurité, pour des raisons de logistique, de transport, de coûts. Et donc, avoir une sortie scolaire qui vient à l'école avec un potentiel en termes d'apport pédagogique plus important que certaines sorties scolaires, ça a fait briller les yeux de pas mal d'élus. Et au niveau du coût, que représente votre projet, votre solution ? Aujourd'hui, on propose ces expériences pour environ 10 à 12 euros par élève, ce qui revient moins cher en fait que la sortie scolaire, où aujourd'hui, dès qu'on affrète un quart, on est entre 12 et 15 euros, sans compter toutes les contraintes de logistique. C'est sûr, effectivement. Voilà, ça s'appelle Aliade Éducation. Vous en êtes à quel stade de développement, rapidement ? On finit le développement de notre offre et on arrivera fin janvier, début février dans les premières classes. Qu'on espère effectivement nombreuses. On vous le souhaite en tout cas. Ça s'appelle
Aliade Éducation. Merci beaucoup en tout cas Anthony Troublé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez été notre invité. Je rappelle aussi le numéro unique pour permettre aux jeunes en situation de décrochage et à leurs parents d'échanger, d'obtenir des conseils et des informations, le 0800 122 500. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.